Bonjour Olivier Fortier. Je te, Bonjour. je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et sèment l'espoir. Merci. C'est très gentil de m'inviter. Puis ben, j'avais très très hâte à l'épisode d'aujourd'hui. Je t'ai invité pour qu'on parle d'hypersensibilité. Je pense que tu t'es pas défini beaucoup dans ton réseau professionnel comme pirate hypersensible. Donc, Effectivement. C'est pas ça qui est écrit sur mon LinkedIn, en tout cas. non, je sais que tu le mentionnes de temps en temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est une première parce que je veux vraiment qu'on creuse puis qu'on aborde le sujet pour apprendre, à mieux te connaître et peut-être inspirer des gens qui sont hypersensibles et n'osent pas en parler. Donc, moi, ce que je me rends compte, c'est plus que j'ose nommer une chose, ben plus que les gens de mon entourage osent aussi avouer s'ils sont, qu'ils le sont. Donc, une fois qu'on fait une sorte de coming out, ben ça aide d'autres personnes aussi à en parler puis à dédramatiser le sujet. Hmm. Ouais. Fait que c'est très bien. Comment est-ce que tu veux que je me présente Ben, en fait, ou tu veux me euh, présenter? ben, ça semble paradoxal là, d'avoir un pirate hypersensible. Ah, tu trouves? Ouais, c'est un petit peu le pile et le face d'une médaille. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles du côté pirate, du côté hyper. J'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi un pirate, puis Y-R-A-T-E, puis c'est quoi un hypersensible, et ensuite, c'est quoi un pirate hypersensible. Parfait. Bon, les pirates, on les perçoit généralement comme des brutes épaisses, hein. C'est dans le folklore, c'est dans un petit peu le bagage culturel, hein, que certains films ont laissé. Euh, les pirates, il faut d'abord savoir que c'est des gens qui voulaient d'abord être libres, hein. On parle d'une certaine branche de pirates très particulière, de Flying Gang dans les années 1700 aux Bahamas. Excuse-moi, aux Bahamas. Et parce que les pirates, ça existe depuis les millénaires, hein, mais ces pirates-là ont essentiellement essayé de démontrer qu'ils n'avaient pas besoin du système en place pour bien vivre. En fait, qu'ils pouvaient créer un système parallèle où eux n'avaient pas besoin de la monarchie, n'ont pas besoin de vénérer quiconque, hein, puis ils peuvent être des maîtres de leur propre destinée. Évidemment, c'était un problème qui était radicalement dangereux pour la monarchie, hein, de se faire dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc, ils les ont écrasés en quelques années. Euh, Maintenant, ça, c'est les pirates de qui on s'inspire. C'est pour ça qu'on écrit Pirates avec un grec, hein. À cette époque-là, est sorti un des livres les plus populaires sur la piraterie de cette époque-là, qui s'appelait General History of the Pirates. Puis Pirates est écrit avec un grec. Donc, on a pris ça pour ne pas se faire confondre avec des pirates informatiques ou des pirates maritimes contemporains qui existent encore, hein. Ça, c'est Pirates. Pourquoi les pirates? Et essentiellement, Go Pirate, hein, qui est le BNL qu'on a fondé, mon associé Maurice et moi, s'appelle Go Pirate. Comme ça, on essaie essentiellement de créer, justement, comme les pirates de l'époque, une alternative où on peut avoir une richesse qui est collective au lieu d'une richesse qui est prédatrice et qui est concentrée dans peu de mains, hein, qui n'est pas les nôtres généralement. Puis on fait ça de diverses manières, que ce soit en aidant les gens à avoir plus d'options, puis se réapproprier leur vie, ou carrément voir des organisations être capables de créer ce genre de richesse collective-là, qui sont plus progressistes, plus centrées sur les humains. Maintenant, Olivier, lui, là-dedans, Olivier, écoute, c'est pas si intéressant d'où je viens, mais il va falloir qu'on en parle. Professionnellement, super rapidement, j'ai été développeur une quinzaine d'années. J'ai fini par être gestionnaire, pas très bon au début, parce que je faisais juste copier ce que les autres faisaient autour de moi. Et éventuellement, je suis devenu un accompagnateur d'équipe qu'on voit souvent dans le monde du développement logiciel qui s'appelle Scrum Master. Et à cette époque-là, j'ai vraiment dépassé mon point de non-retour. Ce rôle-là qui, pour moi, était crucial dans l'épanouissement des gens. Puis tout le monde autour de moi était misérable, puis je ne pouvais rien faire. En fait, on m'a carrément dit, c'est pas ta job de gérer ça. Mais c'est parce que si personne ne le fait, c'est qui va le faire? J'ai décidé que c'est moi qui va le faire, puis on m'a répété que ce n'était pas ma job de faire ça. Et là, il y a quelque chose qui a cassé en moi, là, OK? Puis, tout le monde est misérable. J'essaie de faire quelque chose. Je me dis d'aller m'asseoir à ma place puis de ne pas m'occuper de ça. Et ce qui m'a rendu misérable dans moi aussi, éventuellement.
Et là, je me suis dit, OK, je ne peux plus jamais travailler pour une compagnie qui se dit jeune et dynamique, mais qui s'en fout que le monde soit complètement brûlé, misérable, qui n'a plus envie d'aller travailler le matin. Ils vont en reculons parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Mm. Pour moi, c'était rendu intolérable. Et j'ai rencontré mon associé Maurice à ce moment-là, qui est très bon pour donner des coups de pied au derrière, puis nous sortir de notre torpeur. Puis, il n'est pas, je dirais, il est gentil, il n'est pas tendre, parce qu'il voit le potentiel, puis il trouve ça intolérable de voir quelqu'un se limiter dans son potentiel. Fait qu'il fait ce qu'il faut pour qu'on le déploie. Puis c'est essentiellement se faire sortir constamment de sa zone de confort, ça. Hein. Fait qu'il y en a qui ils finissent par flusher Maurice parce qu'il est trop challengeant sur ce qu'on veut. Il nous met la vérité dans notre face, puis c'est difficile à entendre au quotidien. Mm. Ceux qui embrassent ça, par contre, là, ils se développent à une quantité, à une vitesse qui est assez incroyable. Puis c'est ça, ça a marché avec moi. Fait que maintenant, on est associés. Et ayant tous les deux souffert de conditions de travail qui ne nous plaisaient pas, je ne dirais pas que c'était horrible, mais c'était certainement pas assez humaine pour qu'on s'épanouisse, on ne trouvait plus notre place dans le monde du travail. Puis on a lancé GoPirate pour essayer de changer ça, essentiellement. Et après avoir longtemps essayé de changer le système par en dedans, on s'est dit pourquoi on ne fait pas comme les pirates, puis on a créé pas un système parallèle qui rend le premier obsolète. Puis C'est... Oui. Olivier, oui, ben, je voulais juste rajouter aussi, moi, ce que j'aime, je promouvois souvent la terre du milieu, que c'est entre les employeurs, les employés, puis que les gens Mhm. se parlent, puis que je trouve que ça fait un cœur. Puis je trouve aussi un côté modéré. Oui, dans GoPirate, c'est des fois c'est les extrêmes, puis les entreprises progressistes. Sauf que je trouve aussi un côté modéré de dire que vous parlez aussi aux employés, comment être des meilleurs employés pour les Oui. employeurs. Puis je trouve que ça vaut la peine, Pas même. juste pour les employeurs, je dirais pour ceux qui le méritent. J'explique pourquoi. C'est, quand on aide des employés à se réapproprier leur carrière, leur contexte de travail, etc., Mm, il y en a que ça dérange. Tout d'un coup, hey, avant, là, tu connaissais ta place, puis tu faisais ce qu'on te disait, puis maintenant, tu es turbulent. Il y en a qui voient ça comme un avantage incroyable. On n'a mm. pas besoin d'être leur mère, ils sont autonomes, prennent des initiatives, c'est malade, mais il y a des environnements de travail où ça ne passe pas. Puis honnêtement, à partir du moment où tu y as goûté à ce genre de liberté-là, puis qu'on te dit, c'est pas pour ça qu'on te paye, je ne sais pas s'il y a une réconciliation qui est possible à ce moment-là. Fait que, mais c'est correct. Il y a des gens qui trouvent les meilleurs endroits pour travailler. Puis c'est ça notre objectif au final, que les gens soient épanouis. Les entreprises qui sont capables de mettre ça à profit, puis je ne parle pas juste de profit en argent, hein, Ouais. mais d'utiliser des gens qui veulent être autonomes pour avoir un impact dans la société, un impact qui est positif, qui n'est pas juste de remplir des poches d'une personne qu'on n'a jamais vue, ça fait des histoires incroyables, puis on en a. Mm. Et la place de l'hypersensibilité, c'est quoi l'hypersensibilité pour toi maintenant? Ah oui, écoute, je te dirais que je ne suis pas un expert. Et puis, je n'ai pas non plus été diagnostiqué. Que- On va mettre ça au clair tout de suite. J'ai quand même lu des choses. Mais je dirais ceci. D'abord, je ne sais pas s'il y en a dans ton réseau ou toi-même connaissez les types de personnalités MBTI. Est-ce que non. tu connais ça? Bon, essentiellement, 4 lettres qui vont dire si tu es introverti ou extraverti, est-ce que tu utilises tes sens ou ton intuition, est-ce que tu es plus feeling ou euh, tacticien ou penseur, est-ce que tu es plus organisé ou spontané? OK? Que- Euh, by the way, je dis ça, là, c'est loin d'être une science exacte, puis il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté, parce qu'il y en a qui s'enferment dans une boîte avec ça. Pour ceux qui connaissent, je suis INFP, c'est-à-dire que je suis un introverti. Hein? Il faut que je sois beaucoup de temps dans ma tête pour me recharger. J'utilise beaucoup mon intuition plutôt que toutes les données qui existent. Là. Mon gut feeling, très important. Je m'intéresse à ce qui est possible, pas nécessairement ce qui est prouvé. Je suis nécessairement F pour feeler. Je suis très, très, prends mes décisions beaucoup avec mes feelings. Comment les gens vont se sentir au lieu de qu'est-ce qui est égal pour tout le monde, qu'est-ce qui est logique. Ça ne veut pas dire que je suis logique nécessairement, mais je suis très, très logique avec mes propres sentiments. Puis, je m'adapte beaucoup plus au contexte que d'avoir besoin de l'organiser. Hein? Fait que, on verra rendu au pont comment on traverse. Fait que ceux qui connaissent ça, INFP, bon, c'est un genre de pelleteur de nuages idéaliste. Fait que déjà, ça donne un peu le ton. By the way, si vous voulez faire un petit test, c'est assez amusant. Hein? Il y a un site qui s'appelle 16personalities.com
à peu près 10 minutes, tu réponds à des questions, puis ça te donne OK. ton type. Il n'y a absolument rien de magique là-dedans. OK, vous leur avez donné toutes les réponses. Ils ont juste bundlé ça dans des mots. Puis c'est ça qui est intéressant avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre des mots sur beaucoup de concepts des choses qu'ils vivent et que ça aide. Mais comme Beh, je vous dis, c'est très controversé. C'est loin d'être une religion. En fait, il y en a qui en font une religion. C'est loin d'être une science qui est acceptée de tous. Moi, je fais ça pour le plaisir. Olivier, tu vas pouvoir, me transmettre les coordonnées de ce Bien site-là, sûr. on va le mettre dans le descriptif de l'épisode. Puis aussi, moi, j'ai fait un 6e outil RH, avec Marilyn Danino Alonso, qui est psychologue hypersensible. Donc, Mhm. moi, j'ai parlé de mon hypersensibilité dans cet épisode-là. Donc, si quelqu'un veut des références d'une professionnelle, ben, je l'invite Parfait. à consulter ce 6e outil-là. Puis, dans ce 6e outil-là, ben, il y a toutes les façons de consulter le matériel de Marilyn. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, je veux parler du chemin que toi, tu as marché, puis qu'est-ce Oui, que tu as expérimenté. absolument. Donc, pour ce qui est de mon hypersensibilité, là, avec le type que je viens de te donner, je suis un rêveur, je suis quelqu'un qui est très émotif. Puis, j'aime pas trop prendre. Tu sais, quand on me force à prendre une décision, j'ai l'impression que je me ferme les portes. Fait que j'aime ça garder les portes ouvertes. OK. Euh, Ensuite, ben, je suis le genre de gars que le non-verbal des gens, souvent, va me donner des coups de pied d'en face. OK. Tu sais, dans une salle de réunion, là, quand, je sais pas, là, on reçoit une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, là, je la sens, la tension, genre au point où ça me paralyse, là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, je suis vraiment capable de sentir quand quelqu'un est inconfortable, mal à l'aise. J'ai développé l'habitude de lever de ma main pour m'assurer que tout le monde est correct. Là. Y a-t-il quelque chose qu'il faut qu'on parle parce que clairement, je sens un malaise. Là, tu sais? Fait que mais je trouve que ça fait partie de l'hypersensibilité parce que tu sais, je ressens les ondes. Là, tu sais, ben, Fait pas que quelque chose qui est toi, surnaturel, on s'entend, là, mais je suis capable de lire le non-verbal beaucoup, beaucoup, puis au point des fois où ça m'agresse. Tu sais. puis si jamais tu vois des bras croisés dans une salle, ben je suis sûre qu'en une fraction de seconde, tu vas avoir tout. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est juste les regards fuyants, tu sais, n'importe quoi. Je suis très. Je sais qu'il y a des gens aussi qui parlent d'hypersensibilité, mais par rapport à l'environnement dans lequel ils sont directs. Tu sais, par exemple, au bruit, aux lumières. Tu sais, moi, par exemple, dans une foule, je sens mon gauge d'énergie, l'aiguille de mon énergie, je la sens baisser, là, vraiment. Là. Si je suis dans un restaurant très, très bondé, à un moment donné, je fais juste entendre les voix de tout le monde, il faut que je sorte. Tu sais. Et je suis loin d'être agoraphobe pourtant, mais je vais avoir des petits moments de semi-panique des fois comme ça. Là. C'est genre dans un centre d'achat avant les fêtes. Là. Je jure que mes stretches de magasinage durent 20 minutes parce qu'à un moment donné, il faut que je sorte. Là, fait que ça en fait partie. Je suis aussi un gars qui est, ben, comme je disais, je me demande beaucoup, beaucoup ce que les gens ressentent parce que moi, je sais ce que je ressens dans une situation. Et quand quelqu'un me raconte une histoire épouvantable, mettons, c'est vraiment bizarre parce que je ne suis pas capable d'imaginer la personne comment elle va se sentir, comment elle se sentait là-dedans. Mais je ressens, quand on me l'explique live, ce que moi, je ressentirais si j'étais à sa place. Fait que je fais de la projection essentiellement, j'ai l'impression, là, après avoir fait beaucoup d'introspection là-dessus. Quelqu'un me raconte une histoire, je m'imagine si c'était moi le personnage principal de l'histoire, puis je vis les sentiments live que j'aurais si c'était probablement pas aussi intense, parce que, je veux dire, on s'entend. Mais ça fait en sorte que les gens, ben, ils me trouvent bien empathique, n'est-ce pas? Parce que ben, en fait, je ne comprends pas ce qu'eux ressentent, mais je sais qu'est-ce que ça fait, parce que moi, je le vis en même temps qu'eux. Et que ça fait que j'ai nécessairement à cause de tout ça, puis aussi à cause, on peut en parler, du fait que mais moi, dans ma jeunesse, j'ai été victime d'intimidation pendant, je dirais, de la deuxième année jusqu'au cégep. C'est pas bien le fun. C'était quoi Et l'intimidation que tu as vécue? pas De quelle physique, façon? parce que je suis très grand et très bâti. OK. Il n'y a personne qui s'est essayé, mais c'était de l'intimidation psychologique. Tu sais. Certains professeurs y ont participé, pour te OK. donner une idée. OK? Fait que, ben, tu sais, les gens qui vont pas travailler avec leur grand cœur, qui vont à reculons, puis je connais, il y en a qui pleurent avant d'aller travailler. Moi, j'ai connu ça à l'école, pas vouloir y aller. OK. Fait que, après avoir parlé, parce que j'ai consulté quelques fois un psychologue, puis pour rien avoir avec ça, mais c'est là-dedans qu'on est allé creuser,
ben, je me suis rendu compte que toutes les prises de position que je fais aujourd'hui sont en lien avec ces événements-là. Que je prends presque automatiquement le côté de l'underdog, la personne qui a presque aucune chance, qui est différente, qu'on ne comprend pas, qui est à part. C'est pour ça que j'ai souvent milité, ben milité, peut-être pas activement, mais je suis un très fort allié des personnes homosexuelles, non-genrées, trans, parce que la société fait juste comme les mettre dans des cases, puis ils ne sentent pas leur place. Et je me suis longtemps senti comme ça, et malgré mon privilège de gars blanc, et grand et bâti. Fait que, je me dis, si moi j'ai ressenti ça, mais qu'est-ce que les autres, comment ils vivent ça, qui n'ont pas le privilège que j'ai. T'sais. Puis est-ce que Fait que tu as tout le temps eu de la... Parce que là, avec Go Pirate, c'est une belle tribune. oui. Puis vous arrivez, je trouve ça. Puis en passant, je veux mettre aussi, il y a plein de gens de notre réseau, là. Il y a David Quentin qui a fait un épisode à Réseau de moi ça avec vous autres. Il y a Mathieu Guénette qui a fait un balado avec Go Pirate. Il y a Sarah Jodoin-Wool qui a fait un Mhm. balado avec vous autres. Fait que je veux mettre les liens là, dans le descriptif de l'épisode Oui, puis pour ceux qui si. ne nous connaissent pas, on a Oui, aussi un show. absolument. Hein, c'est ça. C'est pour ça le déguisement de pirate en ce moment. On a un show qui est comme toi en audio, comme un podcast, puis aussi sur YouTube. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, il y a plein de matériel pour les gens qui veulent connaître, te connaître, puis connaître aussi Maurice, parce Mhm. qu'habituellement, vous faites pas mal les choses à deux. Fait que là, Ouais. c'est ben, je sais pas si c'est une première, mais moi, c'est une première fois là, que je vois que Olivier fait des choses plus solo, là, parce qu'habituellement, Ça c'est la arrive de paire. temps en temps, c'est pas commun, mais Maurice étant pas tout le temps disponible ou ben, le sujet en ce moment, Ouais. l'hypersensibilité s'applique moins à Maurice, par exemple. Puis ça arrive qu'il y a des gens qui me demandent moi en particulier parce que ben, ce que je diffuse sur LinkedIn leur parle, mais ils ne connaissent pas Maurice, mais qui veulent mon opinion à moi. C'est correct. T'sais. Mais oui, ben souvent on fait la paire, puis on se complète bien. On dit souvent que ben, moi je suis l'humain, puis Maurice c'est le non-humain. Ben, Maurice, il est humain, mais je pense qu'il va vite beaucoup à qu'est-ce qu'il voit comme résultat. Là. Tu sais, vous êtes deux visionnaires. Toi, tu es comme l'empathique. Maurice est Puis, beaucoup plus pratique et ouais, c'est pragmatique. ça. Puis Maurice aussi a beaucoup souffert. Puis oui, c'est un être humain qui a un cœur. Des fois, faut juste aller tasser là, les affaires pour le trouver. Ben, c'est juste la façon que ça sort parce que c'est comme juste go, donne le meilleur de toi-même, mais tout de suite, là, il y a comme pas de délai. Toi, avec toi, il y a un Ouais, plus ouais. un grand délai, puis lui, c'est tout de suite, tu passes à l'action de ce que j'ai compris, là. Faut pas oublier que c'est des rôles qu'on joue aussi sur le show et que on est proche de qui on est dans la vraie vie, mais on n'est pas tout le temps exactement qui on est dans la vraie vie. Des fois, on est plus modéré et des fois, on est plus extrême dans la vraie vie. Ça dépend des sujets. Ça dépend des plateformes aussi, parce que vous dites Oui. que sur Instagram, vous êtes plus incisif. Ah, ben, sur Instagram, on poste des images qui nous font beaucoup réagir puis qui nous font beaucoup rager aussi. Puis on est très, très, très cynique sur Instagram. Ouais. Vraiment beaucoup. Est-ce que, des fois, on parle souvent d'intimidation, mais est-ce que c'est possible de donner des phrases ou si tu es à l'aise, sinon c'est correct, on rentre pas là-dedans. Le but, c'est pas de faire brailler ta vie. Le but, c'est juste. Mais est-ce que tu voudrais donner des phrases que tu as eues que pour toi, ça a pas été agréable puis que tu aurais préféré ne pas les avoir? Je me Des souviens pas des situations? phrases qu'on m'a dites. Je me souviens de comment je me suis senti dans les situations. Que, Puis c'était tout le temps centré sur qu'est-ce que j'avais de différent. La façon que je m'habillais, le fait que je faisais de l'embonpoint, hein, j'étais le gros de la classe ou whatever. Il y en a une, tiens. Il y en a une que je me souviens. Il y avait moi et un autre gars dans un cours d'anglais au secondaire. Le gars, il était assez, comment je dirais, il était moins chanceux que moi physiquement. OK? Il était plus gros que moi. Puis on avait appris l'expression as much as en anglais. Fait qu'il y a une petite euh, fille qui a dit Olivier is fat, but not as much as l'autre gars. J'ai entendu ça, moi. Puis le OK. prof aussi l'a entendu. Personne qui n'a rien dit. T'sais. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Je veux dire, aujourd'hui, je peux fâcher contre eux autres, mais ça a encore de l'incidence sur ce que je fais, en fait. C'est probablement pour ça que je continue à me battre. T'sais.
pour que les gens, pas juste au travail maintenant, hein, GoPirate a commencé à élargir un petit peu ce qui attaque. Tu sais, on vise carrément une société où les gens peuvent être eux-mêmes, peuvent être épanouis, sans être dans une éternelle relation qui est dominant-dominé, peu importe dans quoi, là, que ce soit avec les banques, avec n'importe qui. Tu sais, on aimerait ça que les gens puissent être eux-mêmes, être en contrôle de leur destinée, puis pas être sous le joug de n'importe qui, dans le fond, qui profite des gens. Tu sais, que ce soit de leur labeur, du fait qu'il y a des dynamiques dans lesquelles on n'a pas le choix de vivre. Il y a tout le temps quelqu'un qui profite à quelque part, puis on veut les rendre, on veut les affamer de ce dont ils profitent. Tu sais. J'aime ça faire l'avocat du diable aussi parce Oui. que des fois, on parle on veut dénoncer, en tout cas, moi aussi, je suis beaucoup pour la démocratisation de la santé mentale. Puis à un Mhm. moment donné, à force de dénoncer des situations, ben là, ça fait qu'on n'ose plus rien dire. Si quelqu'un fait de l'embonpoint, à un moment donné, il en fait de l'embonpoint. Il ne faut pas dire non plus Non, non, c'est ça. Olivier souffre de famine. Non, c'est Un, mom- ça. un moment donné, il faut, à force de plus vouloir nommer des choses, ben ça fait que des fois on n'ose plus rien dire. On dirait Mhm. que la vie devient morne puis sans couleur. Parce Ouais. que la petite fille, c'était peut-être pas l'exemple que tu as donné, c'était peut-être juste comme un constat, puis ça veut pas dire qu'elle elle te parlait pas, cette petite fille-là, ou elle aurait pas voulu être ton amie, ou Ouais, non, non. c'est Regarde, pour ce qui est de la petite fille, elle a dit ça à une autre petite fille, puis les deux sont partis à rire après. OK? OK. C'était assez clair. Mais non, tu sais, les gens qui ont un surpoids sont au courant, inquiète-toi pas. Tu sais. Puis moi et Maurice, on n'arrête pas de faire des jokes de gros. Là. Ouais. Tu sais, on le sait qu'on a du poids à perdre. C'est correct entre nous. C'est parce que nous, quand on fait ça, c'est pas pour être méchant. Tu sais, fait que Ouais. des fois, l'intention derrière, c'est tout ce qui change, c'est ce qui change tout. Hein. OK. Puis comme personne hypersensible, ben, l'intention, des fois, c'est quasiment aussi important que le message, j'imagine. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis de la manière que c'est apporté aussi, tu sais, ça va avoir une incidence, là, c'est sûr. Mais, puis tu regardes, comme personne qui est un peu plus hypersensible, j'ai longtemps eu de la misère à avoir avec la critique constructive, tu sais. Parce que ben, moi, je me concentrais sur la critique, constructive ou pas. Il a fallu que j'apprenne à recevoir ça. Tu sais. Il a fallu que je me dise, en fait, carrément, à un moment donné, je suis obligé d'attendre qu'on me fasse une critique constructive pour m'améliorer, pour essayer Mm. des affaires. Fait que, il y a un mindset à me mener à adopter pour faire en sorte que ça t'affecte plus ou moins. Puis c'est nécessairement un mindset où tu prends le contrôle. Parce que si tu es juste passif tout le temps, ben, tu vas en avoir des critiques, puis tu vas te faire dire plein de choses. T'sais. Quand tu es actif, tu vas te faire dire d'autres choses aussi, mais au moins, ça ne sera pas que tu n'as pas essayé. Il y a, en tout cas, tu me diras si pour toi c'est comme ça, mais de ce que je connais du personnage puis de ce que je connais de vos épisodes, il y a un côté, dans l'hypersensibilité, il y a un côté perfectionniste puis engagé. Fait qu'à un moment donné, puis un côté visionnaire aussi, là, de peut-être voir Mhm. tout le temps les situations dans leur mieux puis de qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, à un moment donné, de se faire dire des commentaires, ben, ça peut être difficile tellement la barre, on peut se la mettre haute nous-mêmes en Ouais. tant qu'hypersensible. Là. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Là. Ben, je suis pas tant, je suis pas tant perfectionniste, je te dirais. OK. Dans le sens où on a un certain idéalisme, on a quelque chose qu'on essaie d'atteindre, puis on a tellement échoué souvent, OK? Qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qu'on a mis sur la tablette, puis qu'on a essayé autre chose. Tu comprends-tu? Ça, on n'arrête pas de marteler l'antifragilité puis les expériences contrôlées. Là, une expérience contrôlée pour limiter les risques, pas aller pendant 6 mois dans la mauvaise direction. OK? Tu mets une petite durée, tu l'essayes, puis si ça n'a pas les résultats que tu pensais avoir ou si ça ne démontre pas que tu t'en vas dans la bonne direction, tu as deux choix. Tu arrêtes ou tu changes les variables en faisant une autre expérience parce que maintenant, tu as plus de données sur, sur la direction où tu t'en vas. Mais, fait que, tu sais, il y a des épisodes qu'on a fait de podcasts qui sont complètement désuets, qu'on parle d'un projet qui ne s'est jamais développé. C'est correct. Puis On ne l'a pas enlevé. dans l'épisode 99, vous parlez aussi du droit d'abandonner. Là. Oui, c'est correct d'abandonner. Puis tu remarqueras qu'on ne dit jamais
de tout jeter aux poubelles puis de plus Non. jamais y penser. C'est toute une question de quand est-ce, tu sais, des fois, c'est une question de timing. Mets-les sa tablette. Tu sais, tout ce qu'on fait en ce moment, là, on va annoncer Go Pirate International, l'épisode 101. Je veux dire, c'est presque copier-coller d'un projet qu'on avait il y a 2 ans, mais qu'on avait aucune des conditions gagnantes. Maintenant, on les a. Tu sais, fait d'abandonner quelque chose que tu fais maintenant dans une formule qui est très, très temporelle, puis d'essayer une formule alternative ou simplement d'arrêter parce que tu es en train de tout investir, ta vie, ta santé, ta famille, c'est correct. OK? Le pire qui va arriver, là, il y a quelqu'un qui, lui, est très, très passif et qui ne prend aucune initiative qui va dire je te l'avais dit. Ça vaut ce que ça vaut, là, cette opinion-là, je te l'avais dit. Puis là, mettons, là, on a parlé d'hypersensibilité, on a Ouais. parlé du côté pirate. Si on parle du pirate hypersensible, ça Ouais. peut donner quoi? Le pirate hypersensible a émergé pas mal quand je te disais tantôt hein, que j'avais atteint le fond du baril, que tout le monde était malheureux, que j'ai rencontré Maurice, qui m'a fait dire publiquement dans quel foutoir j'étais, puis à quel point c'était absurde. Puis une fois qu'il l'a entendu, là, me le dire de vive voix, il a fait t'es faite, man. Ben, je vais t'écœurer tous les jours avec le fait que tu as dit à quel point c'est absurde la situation, puis que tu n'es pas bien là-dedans, puis tu restes dedans. Fait que quand est-ce que tu fais quelque chose? Hey, Mais quand est-ce que tu fais quelque chose? Hein? quand, quand tu dis publiquement, là, Ah, tu veux publiquement dire, devant lui. Devant lui, OK, simplement. mais c'était pas devant Là, une foule, là. non, 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 non. Ben, en fait, si j'avais eu un autre témoin, je pense que ça aurait fait bien son affaire. Il serait de le faire. mais mais l'idée derrière tout ça, c'est, tu sais, moi, j'attendais que quelqu'un fasse quelque chose. Quelqu'un vienne paf, nous épanouir au travail. Tu sais. Puis je regardais ma montre souvent, puis je trouvais que c'était long. Ce qu'il voulait dire, Maurice, par quand est-ce que tu fais quelque chose, c'est que la seule personne qui voulait faire de quoi, qui pouvait faire de quoi, c'est moi. Parce que même si quelqu'un d'autre faisait quelque chose, je n'ai pas de contrôle sur ce qui va se passer. Ouais. Et que, essentiellement, ce qu'il me dit par la suite, c'est tu n'as pas beaucoup d'options. Ou tu changes l'environnement dans lequel tu travailles, ou tu changes d'environnement dans lequel tu travailles. C'est mieux d'essayer le 1 avant de faire le 2. Tout dépendant, tu es rendu où dans ton cheminement. Si tu es en train de te tuer au travail, c'est peut-être mieux de changer. Fait que je l'ai écouté. Puis je vais essayer de le changer, moi, l'environnement de travail. Là, le pirate a émergé. Du jour au lendemain, tu avais un Olivier, là, au début, qui connaissait sa place, qui ne faisait pas de vagues, hein, qui ne voulait surtout pas qu'on le remarque trop. En fait, je voulais qu'on me remarque pour faire des choses positives, pas pour faire du trouble positif. C'était pas la même chose. Puis du jour au lendemain, j'ai commencé à m'en foutre de ce qui allait se passer. En me disant, de toute façon, écoute, ça fait 2 fois que je me fais renvoyer à ma place, me dire, c'est pas ta job de t'assurer que le monde sont heureux. Bien sûr, c'est pas dans ma description de tâche. Mais c'est important pour moi. Puis quand le monde était plus épanoui au travail, il était plus productif aussi. Puis ça se passait mieux. L'équipe était à son meilleur. Je veux dire, si personne ne le fait, là, je vais le faire, moi. Et tout d'un coup, mon patron, c'était plus mon patron. Mon patron, c'était la nouvelle mission qui venait de me tomber du ciel d'un coup. Là. OK? Et tu sais quoi? Ça a été, ça a été les meilleures semaines pour mon équipe. À partir du moment où je m'en foutais genre, de ce qui allait se passer, au pire, ils vont me sacrer dehors. J'avais déjà commencé, j'étais déjà bon à trouver une nouvelle job parce que j'avais subi 2 restructurations de suite. Hein? Puis je commençais à être populaire un petit peu sur LinkedIn. Je me suis dit, worst case, je trouve un autre job. Fait qu'à partir de ce moment-là où j'avais plus la peur qu'il arrive quelque chose de négatif, ben, j'ai commencé à créer des choses positives à la place. Controversé peut-être, mais je veux dire, les gens, ils ne me reconnaissaient plus tout d'un coup. Olivier, il commence à dire à son équipe, faites ce que vous avez besoin de faire, pas ce qu'on vous dit de faire. Tu veux pas ça? Pourtant, les résultats étaient là. Là. Il livrait d'un coup. Hein? Fait qu'à un moment donné, ben, quand mon équipe était rendue pas mal plus performante puis pas mal plus épanouie, je me dis, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais aller voir mon patron puis je vais dire, regarde, là, le rôle que j'avais, c'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'équipe. Mets ça, appelle ça gestionnaire, whatever. Là. Je m'en fous, c'est quoi le titre. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a embauché, Olivier. Ah! Et là, ça, le je ne sais pas si c'est l'hypersensible qui a réagi ou quoi que ce soit, mais croire aussi fort
en quelque chose, parce que non seulement je l'ai fait, mais ça a marché, et me faire dire qu'il faudrait qu'on te paye. OK, en ce moment, là, on te paye pour ne pas faire ce qui est important qui marche. Je trouvais ça insultant, puis difficile aussi. Très difficile, en fait. Fait que c'est là que j'ai commencé à juste, ouais, ben, fait cool, c'est bon, c'est correct, j'ai compris. Ce que j'avais compris, c'est qu'il va falloir que j'allais faire ailleurs, mais en attendant, je vais faire ce que je pense. T'sais. Puis je ne demande pas permission. Les résultats étant là, euh, mon équipe, malgré le fait qu'il y avait un tiers de l'équipe qui est partie là, en un Mm. mois sur 12, c'est beaucoup, a réussi à tout d'un coup à être super performante. Mais moi, c'était déjà brisé dans ma tête. Là. Ça faisait longtemps là, que j'étais. Je vais faire le trouble que j'ai besoin pour mon équipe, mais je cherche ailleurs. Là. Puis j'essaie de trouver une place qui voulait ça. Quelqu'un qui serait 100% investi à s'assurer que les gens sont à leur meilleur. Pas juste en termes de résultats et de performance, mais en termes aussi de meilleur dans leur travail. Je veux qu'ils sentent que c'est le meilleur job qu'ils n'ont jamais eu. Puis je suis tombé sur une compagnie, c'est ça qu'ils voulaient. Ça s'est fait, écoute, honnêtement, à la première poignée de main, ça a été après une discussion philosophique, là, pas après le contrat. Le contrat, ça a été très, très secondaire. On l'a signé, on l'a mis dans le tiroir, puis je n'ai jamais regardé par la suite. Ça a donné le meilleur job de ma vie, dans la meilleure entreprise de ma vie, puis une expérience, je vais tout le temps me souvenir. Je suis quand même resté jusqu'à un an parce que après ça, à voir à quel point ça marchait, je ne peux pas garder ça d'une petite place de même. Il fallait que j'exporte ça au monde. C'est là que j'ai rejoint Maurice. Longue histoire. Tout ça parce que je ne comprenais pas qu'on pouvait tolérer, puis dans une place jeune et dynamique, hein, qu'une gang de misérables, c'était correct. Puis d'abord que le client est content. Hein? Souvent dans n'importe quel état, cette équipe-là. Pour moi, c'était inconcevable. J'ai décidé que je ne tolérerais plus jamais une affaire comme ça. Et c'est là que le pirate a émergé. Puis, dans un des épisodes de Go Pirate, je sais pas si c'est là que tu parles de ton point de ton breaking point. Oui, point de non-retour. Ouais. C'était pas mal ça. Hein. Quand on m'a dit va t'asseoir, c'est pas pour ça qu'on te paye. Et j'ai dit, ben, tabarnouche, personne n'est payé pour ça, finalement. Puis on s'en fout de ce que vous vivez. Puis c'est le client qui a raison. C'est tout ce que j'ai compris en même temps. Là, Ben, la partie que tu dis pas, puis que tu dis dans tes épisodes de Go Pirate, c'est que tu étais hyper émotif, puis que tu avais ah, ben, les oui. larmes aux yeux, puis que tu montrais là, que ça Oui, OK. t'affectait. Puis... C'était un petit peu avant. Oui, tu as OK, raison. C'était un petit peu avant parce que quand je suis arrivé dans cette compagnie-là, j'étais le premier qui faisait ce rôle-là. OK. La carte blanche, je ne savais même pas ce que je faisais. Écoute, j'ai fait ce que je pensais, c'était malade. Là. On a fait une super. On a défini, on était quoi comme équipe, on s'est donné des règles d'équipe. J'ai placardé les murs avec toute l'information que j'ai récoltée sur l'équipe. Là. J'ai fait un tableau de compétences d'équipe, dans quoi ils sont bons, dans quoi ils ont besoin de s'améliorer. Les gestionnaires et les RH qui nous ont embauchés capotaient. Hein. C'est ça, un Scrum Master, c'est malade. Puis là, après ça, 2 semaines après, on commence à travailler avec le client. Puis ça va pas pire. Puis ça va pire. Puis après 5 mois, ça va vraiment mal. Là. Puis de me retrouver à un moment donné, au début, parce que là, je flottais, là, j'avais mes ailes, c'était déployé, j'étais à mon meilleur. Puis fast forward 5 mois, je m'en vais voir les RH, puis en pleurant, j'haïs ma job. Le client, OK, il crée un contexte dans lequel je suis passé de c'est la job de ma vie à faut que je m'en aille d'ici. Et on m'a dit, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mm. Ah, OK. Puis pas longtemps après, ben, c'est là que j'ai rencontré Maurice, puis il est passé tout ce que je t'ai dit tantôt. Ouais. OK. Fait que, moi, à un moment donné, à la limite, ça peut arriver des choses comme ça. Tu ne contrôles pas tout dans la vie, mais le qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, il n'a pas passé. Ça, c'est le premier bouton de ma chemise qui a déboutonné, là, puis le reste, ensuite, est parti. Là. Tu sais, les boutons, c'est des snaps, là. C'est la première snap que j'ai entendue dans mon cerveau, quelque chose qui se déchirait avec pas juste avec cette compagnie-là, avec le monde du travail. T'sais. Puis oui, c'est pas facile. Puis, j'en ai vécu des choses là, comme gestionnaire ou accompagnateur d'équipe. Par exemple, des conflits. Ah, c'est le fun de gérer ça quand tu es un hypersensible. Puis un émotif. T'as ça, des conflits, là? Moi,
Il y en a qui en mangent. Je connais du monde qui en mange des conflits. Ils se garochent là-dedans. C'est le fun. Moi, je suis pas capable. Avant, je m'en sauvais. J'ai trouvé des trucs. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont de la misère avec les conflits là, dans tes auditeurs. Là. On dit souvent, c'est mieux de parler de qu'est-ce qu'on fait si ça va mal pendant que ça va bien. Quand tu fais une entente là, avec ta conjointe, ton conjoint, c'est mieux de le faire quand ça va bien que quand tu es en instance de séparation. On s'entend. C'est un peu la même chose. Fait que quand j'avais commencé avec cette équipe-là, hein, puis qu'on était en train de définir notre identité d'équipe et tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un conflit? Fait que l'équipe avait décidé, on s'enferme dans une salle, on se donne une demi-heure, une heure pour tout dire ce qu'on a à dire, le régler, peu importe la façon. Puis une fois que c'est fait, on sort, on va s'acheter de la bière. On avait le droit d'aller chercher de la bière dans cette compagnie-là. Puis on prend une bière. Puis ceux qui ne boivent pas, ils prennent un jus ou quelque chose. C'est arrivé 3 fois, à peu près en 1 an qu'on a fait ça. Puis à chaque fois, on l'a respecté. Quand on sortait de la salle, on était tous redevenus des collègues, peu importe le conflit. Mais il fallait que ça soit géré là, ensemble, en privé, entre équipes. Puis si jamais on n'était pas capable de le régler, là, on allait demander de l'aide de l'extérieur, de gestionnaire ou quiconque. Là. Puis ça n'a pas été nécessaire. Ça, c'était un bon truc pour les hypersensibles, parce que moi, je ne mens toujours pas le conflit. Hein. Mais on apprend à gérer ça. C'est quoi la... Parce que là, on a vu le côté hypersensible d'Olivier, le côté pirate. Là, tu me parlais d'un pirate hypersensible, mais Ouais. c'est ça, j'aimerais ça que tu me parles de toi versus Maurice en lien avec ton hypersensibilité. Qu'est-ce qui fait comme les grandes différences de toi? Je dirais pas versus Maurice. Ça fait très, très opposé. On est beaucoup plus complémentaires. Hein? Par exemple, moi, quand j'ai commencé avec Maurice, j'avais des grands idéaux. Là, on pourrait faire tel projet. Non, 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 ça serait malade. Maurice, oui. Comment on va vivre de ça? Ah, tu me fais chier avec tes questions. Oui, mais c'est ça pareil. C'est un entrepreneur en série, Maurice. Ouais. Il faut que les efforts qu'on investisse aient un certain retour sur l'investissement, pas nécessairement en argent. Avant, il était beaucoup plus terroriste avec ça, je te dirais. Maintenant, ben, moi, j'ai fait certaines preuves. Le podcast, là, il n'y a pas un retour sur l'investissement qui est clair. Mais on ne serait pas où on est aujourd'hui sans podcast. Fait qu'on le fait pareil. Tu comprends? Réseauter avec du monde, là, ça aurait pu être perçu comme une perte de temps avant. Maintenant, ça fait partie de notre ADN. Fait qu'il y a des affaires que j'ai pu prouver qui sont un petit peu plus intangibles pour Maurice, mais sans qu'on ait une formule mathématique pour l'expliquer, ça fait que le monde nous suive, nos projets lèvent, puis il y a un intérêt. Puis c'est la même chose. Hein? Sur LinkedIn, j'ai déjà dit à un moment donné où je n'ai pas de plan de marketing. Là. Sur LinkedIn. Je suis allé dire ça dans une conférence sur le marketing web. Je n'ai pas de plan, zéro open bar. Je n'ai aucune idée ce que j'ai investi dans LinkedIn, qu'est-ce que ça me rapporte. C'est correct. Je ne le fais pas pour les chiffres. C'est un petit peu ça la relation que j'ai avec Maurice. Maurice, il va beaucoup me ramener sur terre. Puis moi, ben, je vais beaucoup lui dire oui, mais n'oublie pas que c'est à des gens que tu parles. Fait qu'on se complète bien avec ça. Puis c'est ça qui fait que ça marche bien, je pense. Parce que malgré les différences qu'on a, moi, je suis beaucoup plus émotif. Lui, il est beaucoup plus. Il pense en système beaucoup. Hein? Il a designé des systèmes. Il faisait des jeux à 9-10 ans, là, Maurice. Puis il vendait. Il travaille beaucoup, beaucoup en système. Il voit tout ce qui est interconnecté, etc. Moi, je pense beaucoup, beaucoup aux gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Puis la manière qu'on a pu combiner ça, c'est qu'essentiellement, moi, avec GoPirate, je pense beaucoup dans l'actuel, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de gens qu'on peut aider. Et Maurice, lui, il pense à comment on peut créer quelque chose, oui, pour aider les gens qu'on peut aider maintenant, mais comment on peut faire en sorte que les enfants, les petits-enfants aussi, vont pouvoir se l'approprier puis vivre ça. Fait que lui, il pense en système, puis c'est un futuriste social, il va beaucoup plus loin. Moi, je suis beaucoup dans le présent, puis dans le futur proche. Ça fait que si tu mets les deux ensemble, on couvre une grande période. Puis les solutions qu'on trouve à un pour à l'autre sont compatibles aussi. C'est juste qu'il faut les faire maturer, puis il faut voir comment ça va se développer un peu. Puis vous avez l'air d'avoir une certaine franchise l'un envers l'autre, puis de ne pas avoir peur de vous dire les vraies choses. C'est ce qui ressort de Ouais. de vos Ah, oui, personnages. oui. Puis, tu sais, souvent, on le fait avec
avec humour et bonhomie, là. Dans le sens que, tu sais, je pense pas qu'on s'est déjà chicané, Maurice puis moi, là. Tu sais, des fois, plus on se taquine fort, c'est probablement dû à, tu sais, des fois, certaines petites frustrations qu'on a déjà réglées, mais on continue à se taquiner à propos de ces frustrations-là, tu sais. Fait que je dirais pas qu'on est mariés, lui et moi, pratiquement, mais parce qu'on chicane beaucoup plus que. On chicane. On se taquine beaucoup plus qu'un couple moderne, qu'un couple moyen. Mais sinon, c'est rare qu'on n'ait pas amis. En fait, c'est ce qui fait notre force, c'est que l'objectif qu'on vise, notre vision, nos valeurs sont tellement alignées que le comment, genre, c'est après la seule affaire qui bouge, sur laquelle on peut s'obstiner. Puis le comment, ben, on est tous les deux pas mal en mode ben, on va l'essayer, puis si ça ne marche pas, on va changer. Là. Fait que c'est plus jamais un problème. Tu sais. Puis dans ce que j'ai entendu dans votre podcast, c'est que Maurice, au début, il voulait pas faire Ah, ben pas ça, du tout, là. ça a été beaucoup de travail pour le convaincre parce que lui, il avait déjà essayé de faire de la formation en ligne, enregistrée, pré-enregistrée. Puis après 2 jours, il était encore au premier paragraphe. Puis au début, son équipe, il trouvait ça bien drôle. Puis après le deuxième jour, il était juste embarrassé. Puis ils l'ont laissé tout seul. Tu sais. Fait qu'il avait mis une croix là-dessus, lui, la caméra puis le micro. Puis avec la pandémie, ben, tu sais, confinés chez nous, on a perdu tous nos contrats, tous nos mandats. On fait quoi, là? Mmh. Il faisait 6 mois qu'on parlait d'un podcast. Fait que j'ai assez poussé pour qu'on le fasse. Puis comme je te disais avant d'enregistrer, on écrivait tout notre script, puis on le lisait. Puis à chaque phrase, il fallait faire une grosse pause. On s'ostinait à voir si c'était une bonne phrase ou pas. Puis si on avait bien dit ça. Puis là, on refaisait la deuxième phrase. Puis ça prenait 4 fois plus de temps à faire le montage que le temps que ça a pris pour l'enregistrer. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que quand Maurice a vu qu'avec du montage, il n'avait pas l'air fou, Mmh. et puis qu'on n'a pas eu le choix de faire du Zoom parce qu'on ne pouvait plus se voir en personne, ben, on a décidé de carrément mettre les vidéos. Puis plus on a été loin là-dedans, ben, meilleur on est devenu, hein, en le faisant qu'on devient bon. Fait que maintenant, on improvise le 3 quarts de nos podcasts. On a tout le temps un plan, puis on se rend compte qu'après le quart, le plan est de poubelle, puis on se ramène des points de temps en temps, mais c'est rare qu'on suit le plan à la lettre. Il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé d'utiliser un souffleur. Mais un souffleur, pourquoi? On ne suit pas notre plan. Donc, mais tu sais, l'idée derrière chaque sujet de podcast est claire. Qu'est-ce qu'on veut, l'impact qu'on veut avoir avec, qu'est-ce qu'on veut dire, le comment on le dit, c'est quasiment à la bonne franquette. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est votre aussi, c'est que vous faites attention aux français utilisés. Oui, ben on sait, sans nécessairement prendre un accent plus accessible, international, je dirais, on est quand même écouté dans une soixantaine de pays, ce qui nous impressionne à chaque fois qu'on va voir ces chiffres-là. Bon, on s'entend, là, il y a des pays là-dedans qui a une personne qui nous a écouté une fois. Pas Mais grave. c'est dans les stats pareil. Fait que, on est pas mal populaire en France, en Belgique, au Maroc. Il y a même du monde de l'autre bord, complètement de l'autre bord de la planète qui nous écoute. Donc, on fait attention pour utiliser les mots qui sont compris. On ne change pas nécessairement notre accent. Les gens nous ont dit que c'était charmant. Mais ouais, on essaie de ne pas trop parler en anglais non plus, à moins que ce soit des termes qu'on n'est pas capable de traduire, là. Ou des titres de livres ou de quoi que ce soit. Mais oui, on fait quand même attention. Moi, j'ai étudié en traduction. J'ai de la graine de linguiste par pur intérêt. Hein. Je n'ai jamais rien fait avec mon certificat de traduction. Mais simplement parce que j'aime beaucoup l'histoire de la langue. J'aime les langues en général. Ça fait 20 ans que j'essaie d'apprendre le suédois. Je ne suis pas vraiment capable parce que je ne connais personne qui parle suédois. Donc, c'est important pour moi qu'on soit au moins bien compris. Puis ça fait à peu près 1 an que je dis à Maurice, arrête d'utiliser le terme supporter, ça ne se dit pas, c'est soutenir. Mais il ne m'écoute pas. Euh, est-ce que tu voudrais, pour faire est-ce que tu voudrais qu'on fasse un résumé des forces en entreprise, puis des défis au niveau d'hypersensibilité en entreprise, puis dans la vie en Ben, général, selon la vision d'Olivier? absolument, en fait. Parce Mettons, que, si on tu sais, commence par rapport aux défis, puis après ça, on pourrait aller vers les forces. ben, regarde, j'aimerais ça te parler de ce que Ah j'ai oui, vas-y. vécu. Non, Ben mais oui. puis on va faire ça.
Parce que, tu sais, quand je suis parti de l'endroit qui m'a fait beaucoup mal, puis je tiens à dire, c'était une bonne compagnie. Imagine si ça avait été une compagnie un peu douteuse. Mmh. Quand je suis parti, puis je suis allé faire hein, le gestionnaire qui va, je ne veux pas dire prendre soin des gens, mais s'assurer qu'ils sont à leur meilleur et qu'ils sont épanouis. Euh, j'ai fait beaucoup d'introspection par rapport à ça, les difficultés que ça crée d'être un gestionnaire au service des gens versus, tu sais, parce que moi, veux pas, c'est sûr, étant un émotif et puis hypersensible, je voulais que les gens soient à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas challengés, mais tu sais, il y avait une perception du gestionnaire dans laquelle je ne rentrais pas. Le gestionnaire, ça doit prendre des décisions difficiles, genre laisser aller quelqu'un. C'est pas facile. Ça m'est arrivé 2 fois. Les 2 fois, j'ai cauchemardé avant. Et tu vois, la deuxième fois, le gars, il a dit, quand on est allé le voir avec les gens, la fille des RH, là, puis on l'a rencontré. Puis il a dit, regarde, je ne tournerai pas autour du pot, il va falloir qu'on te laisse aller. Il dit, ah, ben justement, je voulais vous parler à propos de ça, j'ai pas ma place ici de pantoute. Ah, ça, c'était cool, c'était facile. Mais tu sais, c'est pas facile de laisser aller quelqu'un, jamais. Parce que je l'ai vécu 2 fois, des restructurations en plus. C'est comme, j'avais même pas de, je veux rien y faire, tu sais. Fait que laisser aller quelqu'un, c'est pas facile. Fait que ça, c'est un défi. Je me suis rendu compte qu'il y a des outils en lesquels moi-même je ne croyais pas avant qui peuvent vraiment aider. Tu sais, par exemple, ben, d'abord, pas juste virer quelqu'un du jour au lendemain sans aucune raison. Hein? Mais tu sais, si tu essayes de lui parler de regarde, il y a des choses qu'il faudrait qu'on change et on va les mesurer pour être sûr que tu t'améliores. OK? Ça aide. Regarde, la mesure est là, là. Non seulement tu t'es pas amélioré ou c'est pire ou quoi que ce soit, tu as au moins une raison à expliquer. Tu peux te baser sur quelque chose. Que normalement, moi, ce genre de mesures-là me pue au nez. T'sais. Mais il ne faut pas que ce soit des mesures qui soient imposées puis que c'est toi qui contrôles. Si possible, quand la personne a envie de s'améliorer, tu co-crées ces mesures-là avec elle ou avec son équipe, si c'est possible, c'est difficile à faire. Mmh. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé très, très difficile. Donner du feedback constructif, ça se travaille. Hein? C'est que n'importe quoi, plus on le fait, plus c'est facile à faire. Mais à un moment donné, j'ai carrément dit, si j'ai demandé ça à mes employés, si j'ai du feedback constructif à vous donner, comment vous voulez le recevoir? Je suis qui, moi, pour trouver c'est quoi la meilleure formule? Il y en a un qui me dit, ben, dis-moi ce que tu as à dire, puis je vais être correct. Fait que, puis là, je me suis rendu compte que pas être en réaction tout le temps, c'était pas mal plus facile pour moi d'être proactif. Parce que quand je suis en réaction, je ne contrôle rien. Quand je suis proactif, je contrôle presque tout. Et pour rendre ça plus facile pour mes employés, hein, quand il y avait disons, un cas qui était difficile, ben, ah merde, si ce n'était pas arrivé, je n'aurais pas à gérer ça. OK, comment je peux faire pour pas que ça arrive? Et là, j'ai fait quelque chose d'intéressant avec mes employés. Je les ai assis, puis je leur ai demandé, OK, en 4 catégories, des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être à leur meilleur. OK? Que ce soit physiquement, en termes d'ergonomie, chaise, écran, qu'est-ce que tu as besoin pour bien travailler là, pour ne pas avoir des irritants continuels. En termes de la sorte de job que tu as. Hein? Quelle sorte de job qui te plaît le plus? Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que, sérieux, là, si tu avais à faire ça tous les jours, là, tu penserais à t'en aller. En termes de la mentalité dans le travail, la manière qu'on te traite, qu'est-ce qui marche bien pour toi, puis qu'est-ce qui ferait en sorte que je commencerais à être tanné et à venir travailler à reculons. Fait que là, avec toute l'information qui, garde, on s'entend, n'était pas la même pour tout le monde, mais vraiment pas. Ça m'a permis de justement d'éviter une affaire qui m'horripilait, de faire une formule d'essayer de faire une formule qui marche pour tout le monde. One size fits all, je sais qu'est-ce que ça veut dire, regarde ma shape, c'est souvent one size fits none. C'est pas tout le monde qui rentre dedans. OK? Fait en sachant qu'est-ce que mes employés, mes collègues, hein, je ne veux pas ça dire des employés, je ne trouvais pas que j'étais leur boss, je n'aimais pas ça avoir autorité sur eux. Mais en sachant ce qu'ils avaient besoin individuellement pour être à l'aise, puis être performant, puis être content, je pouvais faire en sorte de voir venir les affaires qui les rendraient mal à l'aise ou moins performants et de les intercepter avant que ça arrive. Je t'ai rendu un gestionnaire proactif qui travaille pour eux, pour les garder, bien, pour qu'ils soient dans leur zone de confort le plus longtemps possible, de confort et de génie surtout. Puis,
j'avais pas d'excuse là, après ça, là, de dire ah, mais c'est parce que je sais qu'on vous a donné plein de jobs poches que vous haïriez, mais j'ai rien fait pour. J'avais pas d'excuse, je ne pouvais pas dire ça, OK? Ça arrivait que je devais me battre en amont, hein? Puis regarde, les employés, j'en ai 3 que ça va mettre à risque, ça. Puis que le boss, il disait, ben, je suis prêt à prendre les risques. Mmh. Fait que j'allais leur expliquer, regardez, je me suis battu, il faut choisir ses batailles, je n'ai pas réussi à la gagner, il va falloir qu'on fasse ça. Allez-vous être correct? Des fois, ils disent, oui, oui, c'est juste un bois. Fait que ça m'a, je pense, permis de garder du monde assez longtemps. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont partis pendant cette année-là. Bon, on s'entend, c'est pas un gros échantillon. Mais le monde était bien content, il était bien autonome. Puis quand je suis parti, ça n'a pas fait beaucoup de vagues parce que je m'assurais de ne pas être indispensable non plus à l'équipe. Ça a été très, très révélateur pour moi aussi sur le rôle de gestionnaire que moi, j'avais besoin d'avoir. Quelqu'un qui n'attend pas juste que le feu soit pris pour intervenir, mais qui est assez qui care assez pour se demander, écouter les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être à leur meilleur, puis essayer de créer ces conditions-là. C'est ça la job de gestionnaire. Pas juste leur dire quoi faire quand le faire. Là. En fait, puis à chaque fois que je vois quelque chose passer sur LinkedIn, comment vous faites pour motiver vos employés? Comment vous faites pour savoir qu'est-ce qui les motive? La première affaire que j'écris, c'est avez-vous essayé de leur parler? C'est la job des gestionnaires de faire ça. T'sais? Fait que des fois, ça m'horripile, des choses que je vois aller, que je suis comme, tu sais, si tu avais une conversation, ça réglerait le problème. Mais ça a l'air d'être épeurant pour le monde. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Est-ce que tu trouves que tu travailles mieux avec une petite équipe versus, mettons 10-15 personnes versus 50 personnes J'ai comme jamais été gestionnaire? gestionnaire de 50 personnes. J'ai travaillé avec 7 personnes au plus petit, puis une dizaine, une douzaine au plus gros. Fait OK. que ça n'a pas eu beaucoup d'incidence pour moi. Maintenant, quelqu'un qui est gestionnaire de 50 personnes, je ne sais pas, en fait. Si j'étais gestionnaire de 50 personnes, je pense que je m'assurerais que les équipes, du moins, ben, j'espère que ce n'est pas une équipe de 50, là. OK? Mais s'il y a des équipes, mettons, sont 50 en 5 équipes, excuse-moi, je m'assurerais au moins qu'ils soient assez autonomes pour ne pas avoir besoin de moi tant que ça, puis qu'ils puissent eux-mêmes se donner les conditions qu'ils ont besoin pour être épanouis. Fait que ça serait beaucoup de distribution d'autonomie et de prise de décision. Je pense que je n'aurais pas le choix. Je ne pourrais pas contrôler. Hein? Je ne pourrais pas contrôler le contexte de 50 personnes. En fait, je ne pense pas que c'est humain de demander ça à quelqu'un. Mais on peut faire en sorte qu'eux aient tout ce qu'il fallait pour être à la meilleure. Je pense que c'est comme ça que je l'aurais fait aujourd'hui. C'est une décentralisation un petit peu de la prise de décision, du pouvoir, d'autonomie. Faire en sorte que, regarde, moi, je travaillerai sur la vision. On s'en va là. Avez-vous tout ce qu'il faut pour vendre là? Qu'est-ce que vous avez besoin? Puis c'est des nouvelles chaises, des nouveaux écrans, il faut le dire. Puis, ouais, c'est pas mal comme ça que j'approcherais ça, je pense, de nos jours. C'est beaucoup des choses qu'on a développées avec GoPirate par la suite, hein, que je ne connaissais pas quand j'étais gestionnaire. Pas du tout. Fait que est-ce que tu avais terminé ton exemple pour parler des forces, puis des défis, puis des forces de la Euh, personne hypersensible? ben, ça, c'était des défis. D'autres défis aussi, il y a des gens qui vont te voir comme. J'aime pas bien ça, mais je comprends. Qui vont dire que tu étais un calinours. Hein? Toi, tu crois à ça, du monde épanoui au travail. Le travail, c'est là pour être difficile. C'est pas là pour que tu aies du fun. Un gestionnaire qui est à l'écoute des gens et qui va essayer de faire en sorte qu'ils sont à leur meilleur est souvent perçu comme un gestionnaire qui est plus faible. Hein? Bizarrement, il n'y a personne qui voulait prendre de bière avec des gestionnaires tyrans. Moi, j'allais prendre une bière avec mon monde après, puis c'est eux qui m'invitaient des fois. C'est pas le même genre de relation. Moi, j'ai pas envie d'être craint. Tu comprends? Moi, j'ai été traumatisé la première fois que j'ai été voir une employée qui était là depuis 2 semaines. Elle revient, je pense, de la salle de bain, je ne sais pas trop. Puis, hey, je te cherchais, as-tu 2 minutes? Puis, je l'ai vu changer de couleur. J'ai comme, qu'est-ce que j'ai fait? Mmh. Et finalement, c'était la question, as-tu 2 minutes? Pour elle, ça voulait dire, t'es dans la merde. Tu comprends? T'es dans le trouble. Donc, j'ai commencé à ajuster. Il faudrait que je te parle. J'ai quelque chose à te parler, puis c'est pas à propos de rien de grave, mettons. Ou bien c'est à propos de telle chose. T'sais. Fait que comme ça, pendant où on va dans la salle de conférence ou dans le bureau de quelqu'un pour parler, bien, cette personne-là n'est pas en train de voir OK, va-tu falloir que je fasse mon CV, puis de revoir sa vie, puis se demander qu'est-ce qu'elle a fait.
Fait qu'il a fallu que j'adapte ça aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont rendu les gens beaucoup très PTSD, là, un syndrome de stress post-traumatique par rapport à des réflexes qu'on a, genre de parler au monde. Là. Ton gestionnaire vient de voir, c'est nécessairement très mauvais. Je ne voulais pas que les gens vivent ça. Fait que j'ai essayé de changer ça. Euh, un avantage qui est clair, par contre, c'est que malgré le fait que j'avais le titre puis, officiel, puis que officiellement dans la compagnie, j'avais l'autorité sur l'équipe, j'ai toujours répété, regardez, là, je ne suis pas votre mère, puis je travaille pour vous autres. Je ne voulais pas que les gens m'écoutent parce que j'avais le titre. Je voulais qu'ils m'écoutent parce qu'ils croyaient en ce que je faisais, puis qu'ils avaient confiance en moi. Je dis souvent aux gens qui se demandent, mon boss, si tu es un bon leader, s'il n'y avait pas d'autorité sur toi, est-ce que tu le suivrais pareil? Je veux que le monde me suive pour ça, parce qu'ils croient, parce que la vision que je transporte, c'est une vision qui leur parle, parce que nécessairement, je me mets à leur service, fait qu'ils sentent qu'ils peuvent aussi se mettre au mien, parce que c'est donnant-donnant, tout ça. Là. Fait que ça, c'est un avantage certain. Je veux pas qu'on me suive parce que je suis craint, je veux qu'on me suive, même pas parce que j'aime plaire. Je veux qu'on me suive parce que le monde croit en ce que je représente, puis ce que je transporte comme valeur, puis que je suis capable de leur donner une mission qui est assez intéressante, puis qui a de l'impact intéressant. Maintenant, c'est pas automatique, ça, dans une entreprise. Ça se bâtit beaucoup. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était un avantage, en tout cas, de ne pas être craint. mais il y en a qui le mettent à leur avantage, le fait d'être craint. Si je résume ce point-là, dans le fond, un des avant- un des avantages de la personne gestionnaire hypersensible, ça pourrait être de susciter l'engagement Ben, c'est par ça, le. l'engagement est plus naturel, puis il n'est pas forcé, puis c'est pas parce qu'on a peur de toi qu'on le fait, le travail. C'est pas tout le monde qui est engagé automatiquement, mais si tu es capable d'écouter, tu vas essayer de comprendre il y a où le problème, puis de l'enlever si possible. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, si tu veux. Fait en quelques mots, mettons, pour les défis, si Ben, les on. défis, comme je disais, prendre des décisions difficiles, c'est un défi. Euh, D'être capable de. Ben, c'est ça, on est vu souvent comme des faibles, c'est un défi. Euh, mais il y a des solutions pour ces défis-là aussi. Euh, La pro. partager son savoir, même si la personne ne l'a pas demandé. Bon, tu ne forces pas la personne à t'écouter, mais dans le sens où, regarde, là, tu peux ouvrir des portes pour les autres. Tu parlais de ça, là, j'ai un bon livre à te recommander. Va voir cette vidéo-là. Ne serait-ce que parce que tu penses que la personne va mieux s'en sortir en ayant ces informations-là, le faire sans rien demander en retour, c'est une forme de leadership. Puis ça va probablement changer la perception qu'on a de toi aussi. Moi, j'ai fait ça beaucoup. Puis tout d'un coup, je me sentais plus que j'étais perçu comme quelqu'un de faible. J'avais une influence sur ce qui se passait autour. J'avais une influence qui était positive. C'était peut-être une forme de leadership qui était différente, qui n'était pas autoritaire, mais qui a fini par faire sa place puis par passer. Le monde a continué d'aimer ça. J'ai commencé à challenger les autres gestionnaires. Tu leur as-tu demandé aux autres ce qu'ils en pensaient, les experts qui le font en journée longue? Ah, ouais, OK. Comme si c'était pas automatique, là. C'est pas automatique, pas en tout. Quand je t'écoute parler au niveau du pirate hypersensible, j- j'ai l'expression don de soi qui monte pour te décrire. Oui, je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que je me suis rendu compte, montrer l'exemple, c'est important, je trouve. Euh, j'ai appris ça en faisant du réseautage. D'essayer de. Je dis tout le temps à quelqu'un, tu sais, quand j'aide quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je peux faire en retour, aide quelqu'un 5 minutes par jour. Essaie d'aider quelqu'un 5 minutes par jour. Tu sais, que ce soit quelqu'un qui, tu vois que clairement, tu as une réponse tout de suite, et tu peux lui présenter quelqu'un qui pourrait t'aider mieux, qui pourrait l'aider mieux que toi. Ça, c'est facile à faire en maudit. Quelqu'un demande de l'aide, je ne peux pas t'aider, mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut t'aider mieux que moi. C'est une magnifique façon d'aider, tu sais. Puis, faire ce que les autres ne feraient pas. Tu sais, des fois, bon, peut-être pas à prendre 8 heures par jour à faire ça, là, à un moment donné, tu sais,
Mais encore là, tu sais, des fois, ça va valoir la peine. Euh, il y avait une fille à un moment donné qui me contactait, elle venait de déménager au Canada, elle était à Toronto, elle voulait savoir, y a-t-il des gens, justement dans la compagnie où je travaillais, que je te parlais, est-ce que vous cherchez une analyste business, une analyste d'affaires? Non. Puis j'aurais pu juste dire ça. Non, on n'en a pas en ce moment, mais je vais essayer de te mettre en contact avec deux, trois recruteurs que j'aime bien à Montréal, parce qu'ils étaient prêts à déménager. Puis elle ne parlait pas français. Fait que, eux autres, ils vont pouvoir te le dire, y a-tu des compagnies qui une langue anglophone, ce serait correct, puis qui en chercherait. Elle m'a répondu, pourquoi tu m'aides? Et là, j'ai la gueule qui m'est tombée, là, qui m'est décrochée. Je fais quasiment tomber en bas de ma chaise. Et j'imagine elle aussi. Elle dit, t'es le 43e que je contacte. OK? Puis il y en a 3 qui m'ont répondu non, sans autre. Puis il y en a 39 qui n'ont juste pas répondu. Puis toi, tu dis, comme tu vas m'aider, c'est quoi l'affaire? T'sais? Et là, j'ai réfléchi parce que je ne savais pas quoi y répondre. C'était trop naturel pour moi. J'ai dit, regarde, c'est 5 minutes pour toi. Et imagine que pour toi, ça fait une différence pour ta carrière. Je suis qui pour te priver de ça, moi? Pour 5 minutes de mon temps. T'sais? Fait que ça a été une grosse leçon. J'ai commencé à aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde, mais j'ai commencé au moins à essayer de consacrer partout où je pouvais aider, surtout si c'est facile à faire. Une mise en contact, c'est pas bien long à faire. Là. Fait que j'ai commencé à essayer d'aider le plus possible les gens de mon réseau, puis je te dirais que j'ai pas souvent demandé de l'aide de mon réseau, mais quand je l'ai fait, il était là, en tabarnouche. T'sais. Par exemple, on a fait du sociofinancement pour un livre. Ouais. OK? On pensait honnêtement qu'on voulait ramasser 5 000 que les gens, essentiellement, précommandent le livre. Hein? Mais pas juste pour le livre, pour la cause. Essentiellement, le manuel du pirate, hein, où on donne des trucs aux gens pour se réapproprier leur carrière, leur narratif, puis leur contexte de travail. Puis on avait besoin de 5 000 puis on pensait honnêtement pas les avoir en plus. Notre campagne de sociofinancement, on l'a préparée sur un coin de table un vendredi après-midi, puis toute la fin de semaine. Puis le lundi, on lançait ça avec aucun espoir. Une semaine et demie, on avait tapé le 8 000 Je ne croyais pas à ça, pas en tout. Puis vous avez rajouté des chapitres dans le livre. Oui, bien, on avait notre 5 000 c'était notre objectif de base. Puis on avait d'autres jalons où on ajoutait des livres. T'sais. Fait qu'à 8 000, on a ajouté un chapitre. Fait que, il va y avoir un chapitre de plus dans le livre. Olivier, dans le fond, si en réponse avec mon commentaire qui montait, dont toi, tu suggères, dans le fond, j'ai le goût de relancer ça à nos auditeurs, puis de les inviter à ceux qui vont nous regarder ou nous écouter en balado, de dire, dans le fond, un conseil d'Olivier qu'on peut retenir, qu'on soit hypersensible ou pas, c'est si on peut faire une différence dans une vie de quelqu'un, même à 5 minutes par jour, imagine si tout le monde fait ça dans la vie, comment est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant puis être plus comme sensible les uns par rapport aux autres. Là. Je veux dire, ça me concerne pas. Autant en entreprise, on peut dire c'est pas ta job, autant dans la vie de tous les jours, on peut dire ben ça me concerne pas, c'est pas ma réalité, c'est pas moi. Fait que dans le fond, j'ai le goût de terminer par ce conseil-là de dire go gang, on essaie de faire une différence, une mise en contact, 5 minutes par jour, faire un bon jour de plus. Euh, J'invite, puis je sens qu'on aurait pu jaser Ah, éternellement. une autre heure comme ça. J'invite les gens à aller voir ton matériel. On va laisser les liens dans le descriptif de l'épisode. Puis de suivre tes publications sur LinkedIn. C'est quasiment tous les jours, tu as un sujet pour faire réagir, Mm. puis vous êtes beaucoup, beaucoup disponible. Puis GoPirate aussi a toujours besoin de gens. Vous avez une boutique en ligne avec Ouais, c'est nouveau. Ouais. casquette, chandail. Donc, les gens peuvent aller avoir des articles promotionnels. Les gens qui ne vous connaissent pas encore, ben, je les invite à aller voir la chaîne YouTube, Balado. Sinon, ben, il y a les épisodes aussi de Sarah Jodoin-Houle, Mathieu Guénette, David Quentin. Fait qu'il y a comme plein, plein, plein de matériel. Puis, moi, je trouve ça intéressant de vous suivre. Je suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites,
Ça Toi serait puis bien, ça serait troublant. toi puis Maurice, sauf que j'aime ça, aller voir votre opinion puis dire, je me sers comme de GoPirate, comme d'un pivot, de dire Mm. qu'est-ce qu'ils pensent eux autres, puis moi, où est-ce que je me situe par rapport à qu'est-ce qu'ils Exact. pensent. Fait que je trouve ça, j'invite les gens à, aller jeter au moins un petit coup d'œil là, sur qui ces deux, Ouais. si tu me permets l'expression, c'est qui ces deux bourgeois-là avec les Mhm. chapeaux de Les deux clowns pirates. déguisés en pirates sur YouTube. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, tout à coup, qu'il y aurait un petit quelque chose d'intéressant à Ouais. dire. Donc, Puis, deux conseils, hein, deux rappels pour vous, à tout le monde. Tu sais, on parlait de matériel promotionnel et tout ça, de livres. Tu sais. Je vous rappelle qu'on est un organisme à but non lucratif. Fait que tous les surplus qui vont venir de ça vont être réinvestis dans nos projets ou dans notre communauté, ou des projets qui servent la communauté. Hein. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, donc? J'ai perdu mon idée. C'est pas grave, le, ça va revenir. ben, la publicité, là, quand vous faites la publicité de GoPirate, que vous invitez Ah les oui, gens à participer, je sais pas si ça tu voulais dire. ben oui, c'est sûr, tu sais, si vous nous suivez, de vous abonner à notre chaîne, etc., on commence à faire pas mal de jokes avec ça, que tout le monde nous écoute, mais personne ne s'abonne. On ne sait pas pourquoi. On essaie de trouver pourquoi. Mais non, l'idée, c'est aussi de passer par-dessus le costume. Ouais. Allez voir au-delà du costume pour voir. Tu sais, on fait souvent des blagues, là, mais le costume, il est voulu, puis c'est pensé, c'est une forme de filtre. Si les gens s'arrêtent au costume et qu'ils disent c'est quoi ces deux beaux os-là, c'est une bonne chose parce qu'ils sont absolument pas prêts pour nos propos. Qui sont bien plus dérangeants que nos costumes, souvent. Dérangeants, mais dérangeants pour le statu quo, surtout, je dirais. Même pas dérangeants personnellement. Mais Ouais. il y a des gens qui y tiennent à ce statu quo-là. Hein. Fait que, tant mieux C'est, pour eux s'ils s'arrêtent au costume. non, c'est comme si GoPirate obligeait à prendre à gauche ou à droite, puis nous obligeait à penser à qu'est-ce qu'on pense vraiment. Il y a des gens que vous invitez, là, j'oublie le terme, là, mais de participer là, avec l'OBNL ou il y a pour les membres là, de GoPirate, que ça peut Ah vous oui. aider à avoir des sous, là. Donc, c'est, Oui, bien sûr. Ben, comme OBNL, on a des membres. Ce n'est pas ouais, c'est nous les ça. propriétaires de GoPirate. Nous, on est les fondateurs, mais c'est les membres qui sont essentiellement nos patrons. Tu sais. C'est-à-dire que les membres, bon, ça coûte un petit montant par mois. Ok. C'est sur patreon.com/oblique GoPirate Canada. Mais les membres ont un paquet d'accès à des choses qui sont privilégiées, hein, que le public général n'a pas, mais ils peuvent voter sur nos projets. Par exemple, il y a certaines catégories de membres qui nous ont aidés à monter le livre. La structure du livre, quel sujet on allait parler. C'est eux qui ont voté pour ce qui allait être dans le livre. Ils ont un impact très, très important sur ce qu'on fait et par où on va. Puis, ben, évidemment, ça nous donne, ça nous finance d'une certaine partie. Le podcast coûte quelque chose, hein, en temps, en matériel, en tout ça. On a calculé, je pense, c'est 25 000 par année que ça nous coûte en temps et en matériel, le podcast. Ce n'est pas donné, c'est un investissement qu'on a décidé de faire upfront. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on continue, puis qui s'investissent un montant qu'ils sont capables, hein, d'investir là-dedans. Il y en a pour tous les budgets. Puis, ben oui, c'est ça. Donc, en tant qu'OBNL, évidemment, on prend des membres et puis on essaie d'en faire des pirates eux aussi. On est très accessible pour eux, on est très proche d'eux. On essaie de les aider gratuitement, hein, parce qu'ils sont des membres, à, à s'accaparer leurs conditions de travail. On croit beaucoup à l'open source, c'est-à-dire la gratuité de l'information. C'est ce qu'on fait dans nos podcasts. On donne la théorie, puis s'ils veulent la mettre en application, ils ne savent pas comment. Là, on a des services de coaching qui sont payants, mais qui vont à l'OBNL puis qui vont tout être réinvestis ailleurs. Donc, les membres, on les aide un petit peu, mais s'ils veulent un accompagnement qui est privé, ils payent aussi avec un rabais. Mais on n'est pas très, très cher. Puis, jusqu'à maintenant, des bons résultats. Des gens qui avaient une impasse professionnelle, puis qui sont sortis de la première ou de la deuxième réunion avec nous avec les yeux qui brillent. Donc, ça, c'est beau à voir, puis c'est notre mission aussi. Hein. On aime ça voir les gens épanouis. Écoute, vous donnez beaucoup, beaucoup de votre temps. Quand tu fais des publications LinkedIn, tu es quasiment de l'instantané. Là. On fait un commentaire, puis après ça, là, tu nous reviens tout de suite. Ça m'est arrivé aussi des fois de t'écrire et de dire Hey Lynn, je m'excuse, je t'ai pas répondu tout de suite, comme si Ouais. comme si tu te sentais mal parce que tu n'avais pas répondu dans l'heure qui venait.
Hem, Écoute, vous êtes très, très, très accessible, fait qu'à un moment donné, ça peut être le fun d'avoir du soutien, se sentir soutenu par la communauté. Je pense que plus qu'il y a des gens qui vont pouvoir investir du temps puis de l'argent, mais ça va vous permettre d'aller plus loin. Donc, les gens qui vous connaissent pas puis qui font comme: «C'est qui ces 2 bozos-là?» entre Mhm. guillemets que je dis ça, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à GoPirate, à aller ajouter des commentaires à qu'est-ce que vous à ce que à vos publications sur LinkedIn, à entrer en relation avec vous autres. Puis les gens qui vous suivent, qui sont pas abonnés, je les invite à s'abonner avec vous à vous autres, puis, à devenir, membres pour vous supporter financièrement et à apporter leurs idées. Donc Merci beaucoup pour ben, tout cet appel à l'aide hein, envers nous. C'était, puis ce gage de confiance, très apprécié. Puis je suis content. Si on a un impact à quelque part, ça valait la peine. Fait que je suis tout le temps content de passer partout, d'essayer d'aider. Fait que j'apprécie beaucoup que tu m'as invité. Merci beaucoup. ben, merci à toi pour ce temps-là. Je trouve que ça l'a passé en quelques minutes, Oui. Mhm. puis j'ai déjà hâte là à ce qu'on se rejase, à un moment donné. Ben, ça va être pareillement, puis peut-être avec un verre d'alcool quelconque. Ah, c'est à suivre. Donc, je vous dis, à bientôt et j'ai déjà hâte pour un prochain épisode du Coffre à outils RH pour mieux connecter. Au revoir.